nous allons maintenant parler de DRH et RSE. Alors, directeur des ressources humaines ou direction des ressources humaines et responsabilité. Alors, c'est social ou sociétal les entreprises? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que les DRH doivent s'en méfier ou est-ce que les DRH doivent prendre ça en main parce que c'est un bon outil? Alors, pour répondre à la première question, aujourd'hui, c'est plutôt sociétal. Et d'ailleurs, on dit moins responsabilité sociétale des entreprises parce que ça laisserait supposer que toutes les structures juridiques qui ne sont pas des entreprises au sens classique du terme seraient exemptes de RSE, par exemple l'État, les collectivités territoriales, etc., les associations, ce qui n'est pas le cas. Elles ont autant besoin de RSE que les bonnes vieilles entreprises privées. Donc aujourd'hui, on dirait plutôt responsabilité sociétale et environnementale. Ça permet de montrer que voilà, les problématiques du climat, de l'environnement en font également partie. Oui, et puis de l'environnement dans lequel elles évoluent au niveau territorial aussi. Exactement, ouais, l'aspect territorial est de plus en plus important. Alors, comment le DRH prend en main une démarche de RSE? Voilà, alors, chien de faïence, oui, aujourd'hui, le DRH et la RSE ne sont pas forcément sur une planète à forte proximité. Et d'ailleurs, une chose intéressante, j'ai retrouvé là par hasard récemment un numéro spécial de la revue Personnelle. Tu sais, la revue Personnelle, c'est la revue des DRH, c'est la revue de l'Association nationale des directeurs de ressources humaines, la NDRH. Et ils avaient fait un numéro spécial en novembre 2012 consacré à la RSE. Et la première phrase de l'édito, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, 2012, c'était, je cite, t'inquiète pas, c'est pas long, les DRH ont du mal à trouver leur place et semblent bouder un sujet aussi vaste que complexe. Voilà, alors sous prétexte que c'est vaste et complexe, les DRH devraient s'en désintéresser, alors que tous les sujets RH sont très fortement complexes. Hein. Les problématiques de compensation and benefits, comme on dit chez les RH, ça fait partie des choses les plus complexes qu'on puisse trouver dans une entreprise. Bon, aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts. On est passé d'une approche de la RSE, donc responsabilité sociétale et environnementale, qui était très déconnectée des métiers, très déconnectée des salariés, de leurs préoccupations, de la culture d'entreprise, etc., à une approche où la RSE est intégrée. Elle est intégrée à la stratégie, elle est intégrée à la culture. Hein. Les entreprises travaillent sur leurs valeurs, par exemple. Et donc le DRH, il a sa place à trouver dans cette évolution parce que la RSE devient quelque chose de tous les jours, du quotidien, au lieu d'être quelque chose un peu à part où à la fin de l'année, le président de l'entreprise décide de faire un chèque pour soutenir l'Opéra de Paris. C'est un exemple, évidemment. Bon, la RSE, elle est maintenant partout. Elle est dans le mécénat de compétences, par exemple. Elle est dans les problématiques d'employabilité. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une politique de formation socialement responsable? Elle est dans la gestion du changement. On parle souvent des restructurations en entreprise. Ben, je sais que ça va te choquer, mais moi, je considère qu'il y a des restructurations qui peuvent être plus socialement responsable que les autres, même si la restructuration la plus socialement responsable, c'est celle qu'on n'a pas besoin de faire parce qu'on l'a suffisamment bien anticipée et parce que la qualité du dialogue social a permis de trouver des bonnes solutions. Mais la RSE, si tu veux, elle rentre maintenant dans tous les processus des ressources humaines, donc elle devient partie entière de la RH. C'est-à-dire que quand on voit les piles de dossiers qu'il y a sur le bureau d'un directeur des ressources humaines ou d'une directrice des ressources humaines d'ailleurs, parce qu'elle est fortement féminisée, cette profession, on se dit comment le DRH, en plus de ce qu'il a géré, les recrutements, les négociations avec les organisations syndicales, les relations avec les actionnaires, puisque quand même il a des comptes à rendre avec l'employeur, etc., comment en plus il va prendre en compte des éléments de RSE? Est-ce que c'est pas là, avec l'image que ça, un gadget un peu inutile? Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement c'est la première objection que j'ai quand je débarque dans une entreprise qui est très loin de la RSE et que j'essaye de convaincre, par exemple, le DRH, mais aussi le directeur général, le directeur financier, etc., de s'intéresser à la RSE. Le DRH me dit, mais regardez le nombre de projets que j'ai déjà. Et donc, effectivement, il faut dire qu'il y a deux approches pour faire un petit peu plus de RSE dans les entreprises. Il y a une approche qui serait de construire un projet RSE, mais il y a une autre approche qui est celle que je privilégie, qui est de mettre de la RSE dans les projets qui existent déjà. Hein, et c'est ça la RSE intégrée. C'est une RSE qui n'est pas à côté des initiatives, des projets existants. Bon, par exemple, tous les 3 ans, une entreprise française, en moyenne, déménage son siège. Bon, vous pouvez faire un déménagement
absolument pas socialement responsable. Mais vous pouvez aussi mettre de la RSE dans votre projet de déménagement. Ça veut dire miser plutôt sur un bâtiment qui est à haute qualité environnementale. Ça veut dire faire un plan de déplacement d'entreprise que vous négociez avec votre CHSCT et qui inclut du covoiturage et qui inclut une aide pour la prise en charge des vélos, qui a un parking pour les vélos. Par exemple, voilà. Vous pouvez consulter simplement vos IRP comme la loi vous le demande, ou vous pouvez faire un petit peu plus que simplement les consulter, mais aussi les écouter et essayer de prendre en compte ce qui est dit. Donc vous voyez, on peut aussi mettre de la RH dans les problématiques quotidiennes du département ressources humaines. Et le département ressources humaines, il se trouve que, comme il est à l'interaction entre l'entreprise et l'extérieur, il y a beaucoup d'endroits où on peut mettre de la RSE. Parce que par exemple, c'est le DRH qui est responsable du recrutement. Le recrutement, ça veut dire, est-ce qu'on respecte l'égalité homme-femme ? Est-ce qu'on respecte la non-discrimination ? Est-ce que les CV de Mohamed ont autant de chances d'être retenus que s'ils sont signés par Michel ? Vous voyez, toutes ces problématiques-là... Quelquefois, on ne va même pas jusqu'au prénom, je veux dire, on s'arrête à l'adresse. À l'adresse, oui, tout à fait, absolument. Et ça, on le sait avec certitude, puisque le ministère du Travail, ces dernières années, a conduit plusieurs opérations de testing qui montrent très concrètement que le même CV, en fonction de l'adresse, en fonction du nom, sera traité de façon extrêmement, très significativement différente. Donc il faut que les RH mettent de la RSE dans leur pratique. Oui, et puis aussi savoir si on embauche des gens qui sont plutôt dans l'environnement territorial de l'entreprise, c'est-à-dire à proximité immédiate pour les aider à venir à pied, et puis embaucher des gens de son coin, c'est bien aussi. On n'est pas obligé de faire traverser tout Paris à quelqu'un pour le faire venir travailler, et ça aussi c'est de la responsabilité sociétale, parce qu'on est un élément de vie de l'endroit où on est. Oui, alors il faut faire attention avec ce type d'argument, parce que si je suis une banque avec mon siège dans le 8e, au contraire, faire de la RSE, c'est aller les chercher dans le 93, mes salariés, et pas juste prendre ceux du 8e. Bon, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on cherche au travers de la RSE, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la RSE territoriale, à augmenter les échanges avec le territoire. Et quand on a des échanges riches avec son territoire, du coup, on a moins de chances d'être délocalisé que quand on est un peu hors sol. Et les échanges, ça marche dans les deux sens, notamment vis-à-vis des ressources humaines. Par exemple, bien sûr, ça dépend des gens que vous allez embaucher. Est-ce que vous allez faire de l'apprentissage, par exemple ? Ça, l'insertion professionnelle des jeunes, c'est un des enjeux sociaux auxquels les Français sont les plus sensibles. Il y a ça, et puis la réduction des inégalités et la réduction du chômage. Bon, donc on voit bien que les entreprises ont un rôle à jouer. Mais dans l'autre sens, vous pouvez aussi donner des ressources humaines que vous avez à l'intérieur de votre organisation, ce qu'on appelle le mécénat de compétences. Permettre, par exemple, vous avez chez vous des comptables, eh bien permettre à des comptables, sur leur temps de travail, d'aller contribuer à aider une société, une association qui se bat pour des objectifs sociétaux ou environnementaux, à tenir sa comptabilité. On a un exemple là, c'est l'entreprise Comexposium qui avait aidé Emmaüs à organiser des événements, et c'était alors c'est bien pour l'image aussi. Ah voilà, c'est tout à fait ça. C'est bien pour l'image, mais c'est aussi, ça avait bénéficié à Emmaüs qui avait pu faire des choses qu'ils n'auraient pas pu faire parce qu'ils n'avaient pas en interne les ressources pour. Exactement, et ça montre bien justement, l'émergence et le développement très rapide en ce moment du mécénat de compétences montre bien cette bascule de la RSE qui devient complètement intégrée. Parce que justement, l'intérêt du mécénat de compétences, c'est que les salariés aujourd'hui, notamment les salariés de cette fameuse génération Y dont on parle beaucoup, non seulement ils veulent que leur entreprise participe à des enjeux sociétaux et environnementaux, mais ils veulent encore plus, ils veulent que leur entreprise les aide eux personnellement à y participer. Et le mécénat de compétences, c'est exactement ça, c'est d'aider les salariés qui ont un savoir-faire, qui ont des compétences qu'ils mettent en œuvre au sein de l'entreprise, eh bien de mettre aussi en œuvre ces compétences vis-à-vis de causes environnementales, sociales ou sociétales. Alors, on va dire au DRH, n'ayez pas peur de la RSE. À la limite, la RSE, c'est bon pour fédérer les salariés autour d'un projet, petit 1. C'est bon pour l'image de l'entreprise, petit 2. C'est bon pour l'environnement direct de l'entreprise aussi, puisque on a des échanges avec ceux qui nous entourent directement. Ce qui nous entoure directement, c'est le commerce du coin, c'est tous les emplois induits par l'installation d'une entreprise sur un territoire. Et tout ça, c'est pas très contraignant finalement. Pour peu que dans chaque action
qu'on décide de mener dans l'entreprise, on réfléchisse à l'impact que ça va avoir à l'extérieur. Je pense que si on veut simplifier la chose, c'est ça, on dit je prends cette décision, on va rajouter une question, parce que j'avais un de mes amis qui disait quand tu fais quelque chose, demande-toi 3 fois pourquoi. Si tu ne peux pas répondre 3 fois, ne fais pas. Donc la 3 fois, c'est pourquoi je vais faire ça. Pour fédérer les salariés autour de l'entreprise. Pourquoi je vais faire ça? Pour en faire bénéficier le territoire autour. Pourquoi je vais faire ça? Pour l'image de l'entreprise. Si l'action que vous allez mener peut répondre 3 fois à un pourquoi, vous pouvez y aller et c'est pas beaucoup plus compliqué, c'est pas la peine d'en avoir peur. Voilà, et puis il faut également réfléchir aux impacts sur la performance, parce que pour que la RSE s'installe durablement, il faut être capable de montrer, au travers de quelques indicateurs par exemple, qu'effectivement elle contribue à la performance de l'entreprise. C'est ça, le débriefing est très important. L'entreprise qu'on avait qui avait mis cet accord de qualité de vie au travail en place, avait montré sur des statistiques que dans les 6 mois qui ont suivi la mise en place, que le nombre d'arrêts de travail avait baissé de 30%, que la productivité avait augmenté et que le stress dû aux agents d'accueil notamment par un truc tout simple. C'est une entreprise d'imagerie médicale qui recevait des patients. Les agents d'accueil étaient au même niveau que les patients, mais assis. Les patients arrivaient, étaient debout. Il y avait une agressivité des patients. Ils ont surélevé les bancs d'accueil et on a arrêté l'agressivité des patients tout simplement en remettant les gens à niveau. Et du coup, il y avait beaucoup moins de stress chez les agents d'accueil. Donc quelquefois, ce sont des choses tout simples qui ne coûtent pas forcément de l'argent parce que on a toujours une opposition du budget. Le budget, c'est une obsession dans les entreprises. Mais ça, c'est du budget, c'est un investissement, c'est pas un coût. Et si on fait bien comprendre ça à l'employeur quand on est DRH, parce qu'on est pris entre les deux, si on fait comprendre à l'employeur que c'est un investissement et aux salariés que ça va leur permettre d'être en meilleure santé, alors là, c'est plus la peine de se méfier de ce mot RSE qui fait un peu abracadabra ou formule magique, quoi. Oui, je crois qu'effectivement, comme tu le suggères, le défi, c'est d'avoir une approche pragmatique. C'est-à-dire de ne pas chercher à tirer des plans sur la comète. La RSE, c'est pas du tout des déclarations de bonnes intentions. C'est pas ça. La RSE, c'est plutôt d'identifier où sont nos impacts, de maîtriser les impacts négatifs, par exemple quand on pollue, donc d'essayer de les réduire en prenant des mesures très concrètes. Et puis dans l'autre sens, de plus en plus, c'est aussi d'essayer de maximiser les impacts positifs qu'on peut avoir en matière d'emploi, en matière de formation professionnelle, etc. Donc en fait, c'est une approche très pragmatique qui consiste à revisiter les projets qui existent déjà et à les faire un peu dévier, à les imbiber de RSE pour élargir un peu leur impact et faire en sorte d'associer davantage les salariés sur ces thématiques. C'est ça, on profite des sujets qui sont en vogue en ce moment chez les gens pour fédérer les salariés autour et avoir une adhésion plus automatique des salariés. Exactement. Et on utilise des indicateurs tels que ceux que tu as cités, là, qui sont très, très concrets, ou quelques autres, comme par exemple les taux d'absentéisme ont plutôt tendance à baisser. Tout ce qui est autour de la santé au travail, les taux de fréquence et les taux de gravité des accidents du travail, la politique de formation un peu plus égalitaire. Donc voilà, on est capable également, comme dans tout projet d'entreprise, de sélectionner et de monter quelques indicateurs qui vont simplement nous dire si on est sur la bonne voie ou si on est en train de s'égarer. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi.